Le néolithique, c'est une sorte de package. Ça arrive presque partout, tout en même temps, l'élevage, l'agriculture, la sédentarisation et donc la céramique. C'est un peu le moment où les humains façonnent le paysage, façonnent tout l'environnement pour le mettre à leur service. Et ils se créent des besoins qu'ils n'avaient pas avant. Ils se créent aussi des problèmes. Les céréales, ça donne des caries. La production d'immenses stocks de graines, ça demande de trouver des endroits où les stocker, des récipients pour pouvoir les conserver et de produire de plus en plus d'objets. C'est un peu le début de la domestication de l'environnement au service des humains, même si ça doit avoir des conséquences funestes pour les humains. Ça veut dire aussi la promiscuité, les uns avec les autres. Ça veut dire que les gens commencent à vivre en intérieur, dans des maisons. Et en fait, on a des traces que ça a accentué les inégalités de genre. Et peut-être des violences contre les femmes, un peu enfermées dans ces environnements domestiques. Lorsque le climat et le sol le permettent, il y a des endroits où on a retrouvé de véritables villes du néolithique. C'est le cas par exemple dans l'est du bassin méditerranéen, sur l'île de Chypre. Sur l'île de Chypre, au centre, il y a un site assez connu qu'on appelle Kyrokitia. Moi, je l'ai visité avec Odile. Odile est archéologue et elle a fouillé le site depuis les années 1970. Donc elle le connaît vraiment très bien. Quand on s'approche, on voit d'abord un amoncellement de pierres et on se rend compte que c'est en fait les bases de maisons en pierre sèche. Des maisons rondes, de petite taille, qui sont toutes collées les unes contre les autres. Parce qu'il n'y avait pas de rue, pas d'espace pour circuler entre elles. On accédait sans doute aux maisons par les toits. Donc on voit ces assemblages de pierres. Et puis Odile, tout à coup, m'a désigné une structure plus monumentale qui encerclait le site. Elle me dit que c'est le mur. Et le mur était très large. On pouvait passer à 2 personnes. Il avait sans doute été reconstruit plusieurs fois, donc c'était un endroit très important. Mais pour Odile, ce n'était pas forcément le signe qu'il y avait des guerres entre des communautés rivales. Elle n'a pas retrouvé de traces de destruction, par exemple, ou de présence massive d'armes. Pour elle, c'était le signe d'une séparation volontaire, délimitée par la communauté humaine, entre le nous de l'intérieur, de la cité, et puis le monde extérieur et les autres, le monde sauvage aussi. Une sorte de barrière bien physique, bien réelle, mais aussi une sorte de barrière métaphysique. Et à ce moment-là, elle a vraiment bondi à l'intérieur des vestiges et elle a commencé à toucher avec les mains les strates archéologiques en disant « Vous voyez, chaque strate a une texture différente. Rien qu'avec le toucher, on peut voyager dans le temps à travers ces siècles et à travers ces millénaires. » Et elle a continué tout au long du mur de faire cette sorte de danse. Et il y a plusieurs hypothèses sur la manière dont on allumait du feu à la préhistoire. Mais quand on a rencontré Joanne, elle nous a montré une méthode, la méthode par percussion. Alors, Joanne est médiatrice scientifique sur un site préhistorique. Et d'abord, elle nous a expliqué qu'il fallait les bons matériaux. Quelque chose d'inflammable. Mais qu'on trouve aussi dans l'environnement, comme un champignon.
Ça, c'est un amadouvier. Et à l'intérieur, quand on le casse, c'est très dur, hein, il y a une matière un peu fibreuse, mais très légère, qui est inflammable. Et ensuite, il faut des étincelles. Alors, moi, je pensais qu'il fallait simplement entrechoquer 2 silex. Mais ça ne marche pas, parce que les étincelles que ça produit sont trop froides. En fait, il faut, d'une part, une pierre dure, comme un silex, effectivement. Mais il faut aussi un minéral, de la marcassite ou de la pyrite. Alors, c'est un minerai de fer, mais qui contient aussi du soufre. Et quand on a le bon geste, quand on frappe de manière suffisamment forte et précise, on détache des particules de fer et de soufre. Et là, les étincelles sont suffisamment chaudes pour enflammer l'amadou. On produit alors une toute petite braise qu'il faut entretenir soigneusement. Et on la pose ensuite dans un petit nid de paille jusqu'à ce qu'il y ait une flamme. Et à ce moment-là, on peut construire son feu.